Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour parler à nouveau de l'automne et du Pumpkin Autumn Challenge, puisque, comme promis dans la dernière vidéo, dans la vidéo où je vous présentais ma pile à lire, je vais vous présenter aujourd'hui des recommandations qui correspondent à chaque menu, à chaque catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, pour peut-être vous donner des idées pour votre propre Pumpkin Autumn Challenge, des petits conseils, des livres qui m'ont beaucoup marqué, que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille de lire pour ces catégories-là. Donc vu que c'est une vidéo qui fait suite à une autre, je vais pas réexpliquer ce que c'est que le Pumpkin Autumn Challenge, je vous laisse aller voir la chaîne de Guimauze si vous ne connaissez pas, si vous ne connaissez pas encore ce rendez-vous annuel automnal. Et je vous remets dans le petit ma propre pile à lire si ça vous intéresse aussi d'aller chercher de l'inspiration là-bas, même si ce sont des livres que je ne peux pas vous recommander de la même manière puisque je ne les ai pas encore lus. Sans plus tarder, c'est parti pour les recommandations de la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je ne vais vous présenter que des livres, je ne vais pas forcément parler de séries ou de films. Si ça vous intéresse que je fasse des recommandations dans ce sens-là, n'hésitez pas à me dire et je vous ferai peut-être des formats plus courts, donc des reels ou ce genre de choses. Dites-moi en commentaire et je ferai en fonction de vos envies. Donc le premier menu, c'est Automne, douceur de vivre, et la première catégorie, c'est Take Care of Cinnamon Homes, et les mots-clés sont automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Et donc là, je vous recommande d'une part un petit livre très très cosy que j'ai lu cet été, que j'ai adoré. Il s'agit de La théorie des cœurs brisés de Erika Boyer, qui est une romance absolument trop mignonne. Et il y a vraiment un côté cosy, que ce soit de par le groupe d'amis autour des personnages, ou encore le café dans lequel les deux personnages principaux travaillent. Il y a vraiment ce côté tout doux, tout cosy, tout mignon, et j'ai passé ma lecture à sourire. Et je vais vous lire le résumé. Je pense que je vais faire ça pour tous les livres. Quand j'ai le résumé, je vous le lirai plutôt que de vous faire un résumé moi-même, parce que j'ai peur de spoiler, en fait, comme ce sont des livres que j'ai lus et certains il y a un petit moment déjà. J'ai peur de spoiler en ne me rappelant pas ce qui est annoncé dès le début ou pas. Donc voilà, je vais juste vous lire le résumé à chaque fois. Pourquoi les couples qui se séparent n'ont-ils pas fonctionné? C'est la question à laquelle Alec doit répondre pour espérer devenir coach en relation amoureuse. Et pour cet homme qui n'a pas été en couple depuis bien longtemps et n'a que ses mangas Boys Love comme référence, il n'y a qu'une solution: sortir avec quelqu'un. Au moins pour de faux. Il se tourne donc vers la seule personne dont il est proche, Jude, son collègue de travail, et lui demande de jouer le rôle de petit ami, afin qu'il puisse tester ses théories et monter un dossier en béton. Mais ce qu'il ignore, c'est que ce dernier a des sentiments pour lui, qu'il n'a pas du tout envie de dévoiler par mégarde. Entre secret, maladresse et quiproquo, cette fausse relation promet de ne pas être de tout repos. Et ensuite, je vous présente toujours pour le côté cosy, un classique. Il s'agit de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Tous les tomes rentrent dans cette catégorie. Alors, il y en a qui sont plus estivaux, d'autres plus automnaux, mais en général, ils couvrent plusieurs saisons. Donc voilà, il y a l'automne qui est toujours inclus dedans quasiment à chaque fois. Et c'est vraiment très cosy, c'est tout doux. On suit Anne et on la voit grandir et elle reste fidèle à elle-même. Elle est vraiment très douce et très rêveuse, donc c'est toujours un plaisir et c'est toujours très doux de la retrouver. Il n'y a pas de résumé sur ce livre, il y a juste cette phrase: âme de feu et de rosée, elle ressentait les plaisirs et les peines de la vie avec une intensité décuplée. Ça vous donne une idée, si vous n'avez pas encore lu Anne de Green Gables, de ce personnage de Anne. La catégorie suivante, c'est La délicieuse malaventure de Sadima. Et les mots-clés sont conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. Donc je vais commencer par le mot féminisme, et je vous recommande Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Je ne vous le recommanderai jamais assez. C'est une pépite. C'est un roman de dystopie qui va s'articuler autour des femmes, autour du féminisme, et qui est très poétique, mais en même temps très dur. Et j'ai vraiment adoré, et je pense que tout le monde devrait le lire, voilà, tout simplement, parce que c'est une pépite. Et donc, le résumé: elles étaient toutes brisées et pourtant incassables. Elles existaient ensemble comme un tout solidaire, un orchestre puissant, les organes noués en ordre aléatoire, un grand corps frémissant. Et j'étais l'une d'entre elles. Une société totalitaire aux frontières closes, bordée par un fleuve. Sur l'autre rive subsistent les vestiges d'une communauté de résistantes inspirée des guerrières de Monique Wittig. Dans la capitale du territoire fermé, divers personnages se racontent leurs aspirations, leurs souvenirs, comment survivre, se cacher et se faufiler dans un monde où les livres sont interdits. Une dystopie où se reflètent les crises que nous traversons aujourd'hui. Un roman choral poétique et incandescent où l'on parle d'émancipation des corps, d'esprit de révolte et de sororité. Un hommage à la littérature et à son potentiel émancipateur et subversif. Tout un programme.
Et ensuite, je vous propose plusieurs réécritures dans des styles assez différents. La première, c'est une réécriture assez sombre, assez difficile, assez dure. Il s'agit de Rouge de Pascaline Nolo, que j'ai lu il y a quelques années, et qui est une réécriture du Petit Chaperon Rouge, mais dans une version assez dure, où le Petit Chaperon Rouge n'est pas apprécié des villageois. Ce qu'il vit avant tout, c'était l'immonde coloris écarlate qui rongeait à moitié le nouveau-né, ainsi que l'infâme petite boule de peau surplombant son regard. Le monstre avait engendré un autre monstre. « Comment devons-nous l'appeler » lui demanda la vieille femme. Il contempla le nourrisson en pleurs avec aversion. Puis il vomit sa sentence en un mot. « Rouge !» Accroché au versant du mont gris et cerné par bois sombre, se trouve Malombre, hameau battu par les vents et la complainte des loups. C'est là que survit Rouge, rejeté à cause d'une particularité physique. Rares sont ceux qui, comme le père François, éprouvent de la compassion à son égard. Car on raconte qu'il ne faut en aucun cas toucher la jeune fille, sous peine de finir comme elle, marquée par le mal. Lorsque survient son premier sang, les villageois sont soulagés de la voir partir, conformément au pacte maudit qui pèse sur eux. Comme tant d'autres jeunes filles de Malombre avant elle, celle que tous surnomment la cramoisie doit s'engager dans les bois afin d'y rejoindre l'inquiétante grand-mère. Est-ce son salut, ou bien un sort pire que la mort qui attend Rouge? Nul ne s'en préoccupe, et nul ne le sait, car aucune bannie n'est jamais revenue. Donc voilà, c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge qui aborde des thèmes assez difficiles, mais qui le fait d'une très bonne manière, même si c'est pas une lecture facile. Et si vous voulez les trigger warnings, n'hésitez pas à me demander, je pourrais vous les donner en privé. Ensuite, sur une note un peu plus légère, on a une réécriture de Peter Pan. Il s'agit de Tant que vole la poussière de Cameron Valciano. C'est un livre dont je vous avais parlé en long, en large et à travers au moment où je l'avais lu parce que j'avais adoré. On y retrouve Wendy et le Captain Hook quand Wendy est devenue adulte. Et alors, encore une fois, il y a des sujets pas forcément faciles à aborder, notamment la dépression, l'addiction, mais on retrouve les personnages de Peter Pan, on retrouve Neverland et les fées, tout un tas d'autres éléments que j'ai adoré retrouver là-dedans. Et vraiment, j'ai été happée par ce livre, touchée aussi, et j'ai adoré chaque élément que j'y ai retrouvé. Elle a grandi, est devenue mère, incapable d'affronter pleinement la réalité. Elle noie son mal-être dans l'opium. Il échappe aux affres du temps, se terre dans un quartier londonien sordide, rescapé de son excursion cauchemardesque dans le ventre du crocodile. Il attend son heure. Wendy Wilde naît Darling et le capitaine James Hook. Quand leurs chemins se croisent à nouveau, elle est dévastée par la disparition de sa fille et reste persuadée, envers et contre tous, que son enfant se trouve sur l'île de nulle part. Lui est porté par sa haine. Il ne vit que pour sa vengeance contre le garçon éternel. Les deux anciens ennemis n'ont d'autre choix que de s'allier pour regagner le pays imaginaire. Mais ces terres prodigieuses ne sont plus telles qu'ils les ont connues. Le chaos menace, le mal s'est enraciné dans les tréfonds du royaume de Peter Pan. Le pirate déchu et la conteuse d'histoire déterminée parviendront-ils à surmonter leurs différences et leurs oppositions passées pour servir leurs intérêts communs? Telle est la question. Et enfin, la dernière réécriture dont je vous parle pour cette catégorie, c'est Heartless de Marissa Meyer, qui est l'autrice qui écrit les Chroniques lunaires. Donc les Chroniques lunaires rentrent également dans cette catégorie, mais là je vous présente Heartless parce que je l'ai lu il y a peu, après qu'il ait passé beaucoup de temps dans ma pile à lire. Et je l'ai adoré. On va y découvrir l'histoire de la Reine Rouge de Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai été happée dans l'histoire, non seulement parce qu'on va apprendre à connaître la Reine Rouge, à s'attacher à elle, à voir ses rêves, à la fois s'approcher et s'éloigner d'elle, voir comment elle est devenue en fait qui elle est, mais surtout découvrir qui elle était avant tout ça et ce qui l'a rendue aussi mauvaise qu'elle l'est dans Alice au Pays des Merveilles. On va suivre une romance aussi que j'ai trouvé très bien écrite, que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a plu. Et surtout, j'ai adoré retrouver l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Vraiment, dedans, il y a plein de références, de jeux de mots. On retrouve vraiment le côté Wonderland de l'œuvre originale, mais ce en s'attardant sur tout ce qu'il se passe bien avant l'arrivée d'Alice. Et je vous passe le résumé parce que comme j'ai une version en anglais, je n'ai pas le résumé en français, même s'il a été traduit. J'ai une autre réécriture dans la pile que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de Circé de Madeline Miller, mais je vous mettrai ça dans une autre catégorie. La catégorie suivante, c'est CAD, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Et les mots-clés sont amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Et ici, tout d'abord, j'ai envie de vous parler de Sauveur et Fils de Marie-Aude Murail. Marie-Aude Murail est une autrice que je suis depuis que j'ai 10 ans, dont j'adore absolument tous les livres, et particulièrement Sauveur et Fils, où on va suivre donc Sauveur, qui est psychologue, et son fils. Et du coup, comme on va suivre Sauveur et quelques-uns de ses patients,
Ça va traiter de santé mentale et c'est d'ailleurs le point fort de ce livre, la manière dont la santé mentale est traitée, mais aussi les relations entre les personnages que j'aime énormément. Quand on s'appelle sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à sauver le monde entier? Sauveur Saint-Yves, 1m90 pour 80 kg de muscles, voudrait tirer d'affaire Margot Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, Ella Cuipens, 12 ans, qui s'évanouit de frayeur devant sa prof de latin, Cyril Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue toute la nuit à World of Warcraft et ne va plus en cours le matin, les trois sœurs Augagneur, 5, 14 et 16, dont la mère vient de se remettre en ménage avec une jeune femme. Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien. Mais à toujours s'occuper des problèmes des autres, Sauveur oublie le sien. Pourquoi ne peut-il pas parler à son fils, Lazare, 8 ans, de sa maman morte dans un accident? Pourquoi ne lui a-t-il jamais montré la photo de son mariage? Et pourquoi y a-t-il un hamster sur la couverture? Le résumé, surtout la fin, donne le ton de l'histoire. C'est léger, il y a des sujets qui sont pas forcément faciles à aborder, mais c'est fait de manière douce, en fait. C'est pas fait de manière légère, le mot ne serait pas le bon, mais c'est fait de manière douce et on est accompagné dedans. Il n'y a pas... C'est pas violent, c'est bienveillant, c'est doux et c'est bienveillant. Pour le côté anxiété et santé mentale, je vous conseille aussi Hyacinthe de Erika Boyer. Donc c'est le tome 1 de Tout en nuances et c'est aussi un énorme coup de cœur. C'est un livre qui me reste en tête alors que je l'ai lu à sa sortie il y a bien des années. Mais il me reste en tête, il me reste dans le cœur. L'histoire m'a beaucoup touchée et notamment le personnage de Hyacinthe auquel je pense régulièrement. Et Hyacinthe a subi beaucoup de choses au cours de sa vie et donc il vit un peu en reclus, en ermite et notamment à cause de son anxiété. Et voilà, la santé mentale va être abordée à travers ce personnage et j'ai beaucoup aimé la manière dont ça a été fait. Je trouve ça, encore une fois, très bienveillant, mais de toute façon, bon, c'est un livre d'Erika Boyer et vous savez que pour moi, Erika Boyer est synonyme de bienveillance. Donc voilà, là on le retrouve et c'est surtout plein de douceur et de paysages qui font rêver. Hyacinthe ne supporte pas de voir son reflet dans le miroir. Il vit loin de tout, isolé, reclus. Il se cache du regard des autres et consacre son existence à son art. Il n'entretient même plus l'espoir d'être un jour aimé. Pourtant, quand Eléa entre dans sa vie, il ne peut s'empêcher d'aspirer au bonheur. Ses regards sont des caresses, ses gestes des mots doux, et l'artiste en vient à croire qu'il pourra avoir un avenir différent de celui qu'il s'est toujours imaginé. Peut-il être homme et non plus abomination à travers les yeux de cette femme? Mieux, peut-il l'être à travers ses propres yeux? Voilà, je viens de me donner envie de le relire. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est « Je crois bien n'avoir jamais songé qu'à vous seul ». Et les mots sont orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verbe et satire. Et je me suis surtout attardée sur le côté classique. Donc tout d'abord, un classique que j'ai adoré lire il y a quelques années. Il s'agit de Un conte de Deville de Charles Dickens qui m'a beaucoup marqué. Je crois que c'était mon premier roman de Dickens que je lisais. Et j'ai adoré la complexité des personnages. Je l'ai lu il y a un petit moment, donc je peux difficilement vous en dire plus, si ce n'est que ça m'a beaucoup marqué, que il y a encore des scènes qui se jouent dans ma tête régulièrement, et que je repense aux personnages de temps en temps et à leurs histoires. Un conte de Deville est le seul roman historique, au sens plein du terme, que Dickens ait jamais écrit. La Révolution française, saisie dans ses motivations profondes et suivie dans son déchaînement populaire, est le sujet même de l'ouvrage, avec une intrigue admirablement construite. L'histoire se passe à Londres et à Paris, où Dickens s'est beaucoup promené, en particulier dans le quartier de la Bastille, avant d'écrire ce roman superbe et sanglant sur la tourmente révolutionnaire. Et ensuite, je voudrais vous parler d'une pièce de théâtre de William Shakespeare, non pas une de ses tragédies, mais une comédie que j'avais étudiée au lycée et qui m'a beaucoup marqué, que j'ai adoré. Il s'agit de... Alors en anglais, c'est Much Ado About Nothing, et en français, Beaucoup de bruit pour rien. C'est drôle, c'est léger, c'est satirique, et j'ai adoré, et je pense pas pouvoir vous en dire beaucoup plus parce que comme je vous disais, je l'ai lu au lycée. Je ne l'ai pas relu depuis, même si j'aimerais bien, mais j'avais vraiment adoré le déroulement, la conclusion, forcément, et surtout vraiment le côté humour satirique. On a ensuite le menu automne frissonnant. Et pour la première catégorie, c'est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Les mots-clés sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte et comédie. Et là, autant dire que ce tableau, j'avais envie de vous mettre tous les livres des éditions du Chat Noir, mais que j'ai dû me retenir un petit peu. Mais quand même, il y en a plusieurs. Il y en a pas mal dans ce tableau. Donc tout d'abord, pour le côté fantôme et possession, je vous parle de À l'ombre du manoir de Lizzie Felton. Donc... il y a des fantômes, il y a un manoir qui est une maison personnage, il y a une sorcière, il y a plein de choses dont je ne peux pas vous parler pour ne pas vous spoiler, mais il y a une ambiance à la Haunting of Hill House que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vais vous lire le résumé, mais celui du tome 1 pour
ne rien spoiler, il y a des obsessions qui conduisent au malheur. Lorsque Violette emménage avec son mari et leurs 4 enfants dans le vieux manoir abandonné dont elle a toujours rêvé, les portes d'une nouvelle vie idyllique s'ouvrent à eux. Mais quel secret cache celle qui reste close? Tour à tour, les 6 membres de la famille font l'expérience d'événements inexpliqués. Des perceptions étranges, des troubles du comportement anormaux, des pertes de mémoire troublantes. L'écho d'un passé prégnant résonne encore entre ces murs. De quoi ont-ils vraiment été le témoin? De quoi le seront-ils? Alors que s'élèvent les brumes vermeilles aux abords de la bâtisse, la survie devient leur seule option. Pour cela, il leur faudra percer les mystères qui se terrent à l'ombre du manoir. Je vous conseille de prendre les deux d'un coup, parce que le premier se termine sur un gros cliffhanger. Donc vous avez la chance de ne pas avoir à attendre entre les deux puisqu'ils sont sortis. Donc du coup c'est une duologie, c'est complet. Hein. Moi ça avait été très dur entre les deux. On a ensuite un autre livre, alors que j'ai écouté en livre audio mais que j'ai depuis acheté en livre papier parce que j'ai eu un énorme coup de cœur. Il s'agit du Thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. Je ne veux pas trop en dire parce que c'est un roman que moi j'ai découvert en ne sachant rien du tout. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'avais juste vu la couverture, qui est absolument sublime et qui donne le ton. Voilà. Et ensuite, j'ai plongé dedans. Donc, le livre audio était absolument merveilleux parce que la voix de la conteuse était très particulière et venait à ajouter un grain supplémentaire à l'histoire. Mais vraiment, l'histoire en elle-même se suffit déjà. Il y a une écriture qui est très poétique, très lyrique, que j'ai beaucoup aimée, et une intrigue qui entraîne et interroge. Quand on est vivant, on occupe les places que les morts ont laissées. C'est la règle. Agonie est sorcière, Félicité, passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces 2 filles de berger, jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Mais le fantôme de leur mère reste introuvable, et les témoins de sa vie, morts ou vivants, en dessinent un portrait étrange, voire contradictoire. Que voulait-elle révéler avant de mourir? Qui était vraiment cette femme fragmentée, multiple? Leur quête de vérité emmènera les sœurs des ruelles de Nice au désert d'Alméria, de la vallée des merveilles au village abandonné de Provence et dans les profondeurs des silences familiaux. Entrez dans le salon de thé, prenez une tasse chaude à l'abri de la pluie, écoutez leur histoire. Enfin, pour cette catégorie, je mets La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. J'avoue que j'avais juste envie de le caser quelque part dans ce Pumpkin Autumn Challenge, parce que ça fait trop longtemps que je ne vous ai pas parlé de La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, qui a été un énorme coup de cœur, qui est une histoire très particulière, avec une écriture envoûtante, perturbante, et des personnages tout aussi perturbants, avec un plot twist très surprenant. Saitama Ken, Japon. Entre les longs doigts blancs de Haru, les pelotes du temps s'enroulent comme des chats endormis. Elles tressent les nuages en forme de drame, d'amour passionnel, de secret. Sous le nébuleux spectacle, Julienne pleure encore la sœur de Suichiro Sakai, son meilleur ami. Son esprit et son cœur, encore amoureux, nient cette mort mystérieuse. Influencée par son ami Haru, Julienne part en quête des souvenirs que sa mémoire a occultés. Il est alors loin de se douter du terrible passé que cache la famille Sakai. Fable surréaliste, La fille qui tressait les nuages narre les destins entrecroisés d'un amour perdu, une famille maudite et les tragédies d'une adolescence toujours plus brève. La catégorie suivante, c'est Fenêtres cassées, portes ouvertes, et les mots-clés sont horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. Et pour cette catégorie, j'ai envie de vous parler de 2 livres des éditions du Chat Noir, de la même autrice. Il s'agit de Ce qui hante les bois et The Dead House de Don Kurtagish, et celui-ci est traduit par Cécile Guillot. J'ai adoré ces 2 lectures, elles sont dérangeantes, elles sont perturbantes, mais elles sont aussi entraînantes, elles sont très sombres, et il y a plein de sous-textes, de choses à interpréter, et j'ai adoré ça parce que on a l'horreur pure, mais aussi toutes les horreurs et le côté sombre de la nature humaine également, qui viennent à se confondre et où on vient parfois se demander qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est lié justement à cette nature humaine ou qu'est-ce qui est surnaturel. Et j'ai adoré ne pas savoir et être dans le doute tout au long de ma lecture et voir les choses se dérouler de manière inévitable et dramatique parfois. Et vraiment, ce sont 2 lectures que j'ai beaucoup aimées. Donc le résumé de Ce qui hante les bois. Fuyant un père qui les maltraite, Scylla et Nori arrivent à la Baume, le manoir de leur tante, une vieille bâtisse couleur de sang. Pour la première fois, les 2 sœurs se sentent enfin en sécurité. Mais peu à peu, une sombre réalité se dévoile. Le bois qui entoure la propriété n'est-il pas trop silencieux? Tant de questions restent sans réponse.
Qui est cet homme que seul Neri peut voir? Tante Cat n'est-elle pas en train de sombrer dans la folie? Et pourquoi les arbres semblent-ils se rapprocher? Et pour The Dead House, Carly et moi, on est plus proches que deux sœurs, plus proches que des jumelles. On pourrait presque ne faire qu'une. Après tout, nous n'avons qu'un corps. Mais nous sommes différentes. On pourrait dire qu'elle est la meilleure part de moi. Nous partageons une vie, chacune en a un morceau. Carly a eu le jour, j'ai eu la nuit. Nous vivons par alternance, ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été là. Toujours. Une vingtaine d'années s'est écoulée depuis que l'enfer s'est abattu sur le lycée Elmbridge, emportant la vie de 3 élèves et laissant Carly Johnson portée disparue. La principale suspecte? Caitlin, la fille de nulle part. Le journal de Caitlin, découvert dans les ruines, révèle un esprit perturbé. Ces pages racontent une nouvelle version de l'histoire, bien plus sinistre et tragique, et la fille de nulle part se retrouve au centre de tout. Beaucoup disent qu'elle n'existe pas, et d'une certaine manière, c'est vrai. Elle est l'alter ego de Carly Johnson. Carly est là le jour, laissant place à Caitlin la nuit. Et c'est durant la nuit que le mystère de la maison morte se dévoile, fruit d'une magie sombre et dangereuse. Et ce livre a également l'originalité d'être des morceaux de journaux, des témoignages recueillis, et voilà, il a une mise en page un peu originale, et j'adore. La catégorie suivante, c'est le crâne qui parle, et les mots-clés sont gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Et le premier roman dont je veux vous parler, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, que j'ai écouté en audiobook il y a 1 an et demi maintenant, je crois, ou peut-être 2 ans, mais qui m'a beaucoup marqué. Et on va y suivre Violette, qui est garde cimetière. Donc voilà, ça rentre parfaitement dans le ton du cimetière, mais sans avoir le côté creepy, horreur sombre que l'on peut s'attendre dans cette catégorie ou dans ce tableau, mais il y a quand même la présence du cimetière, même s'il a un côté beaucoup moins sombre, ou du moins beaucoup moins obscur que ce à quoi on s'attend d'habitude. Et c'était une lecture qui m'avait beaucoup touchée, qui a eu des rebondissements auxquels je ne m'attendais pas forcément, et que je trouve très belle et très marquante. Violette Toussaint est garde cimetière dans un petit village de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se réchauffer dans sa loge, où les rires et les larmes se mélangent au café qu'elle leur offre. Son quotidien est rythmé par leurs confidences. Un jour, parce qu'un homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l'on croyait noires se révèlent lumineuses. Et ce résumé n'en dit pas vraiment beaucoup. Il y a beaucoup plus dans cette histoire. La dernière catégorie, c'est des gaufres pour 11, et les mots-clés sont science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre et super-pouvoir. Et en fait, je me suis arrêtée à science-fiction. Parce que je ne vous en présente pas assez, parce que je n'en lis pas assez, mais que ces derniers temps, j'ai été marquée par certains livres de science-fiction. Alors tout d'abord, je vous recommande un essai que j'ai beaucoup aimé et qui apporte beaucoup. Il s'agit de Le futur au pluriel, réparer la science-fiction de Katie Stewart. Il y a énormément de choses qui sont abordées là-dedans, notamment sur les écrits de science-fiction, le milieu littéraire de la science-fiction, le milieu des salons littéraires, etc. Beaucoup de témoignages, beaucoup d'explications, de questionnements et de comment faire changer les choses, comment faire avancer les choses au mieux. Et je vous recommande vraiment cet ouvrage, cet essai, qui se lit assez rapidement, tout en apportant beaucoup d'éléments, et qui a à la fin une liste de recommandations de lecture en science-fiction. Et le résumé, c'est: pourquoi les futurs de la science-fiction sont-ils souvent coincés dans les années 70? Comment dépasser une vision monolithique, masculine, blanche, valide et hétérosexuelle de cet imaginaire? Et comment donner la parole à d'autres histoires, des récits courts, collectifs, alternatifs, dans un milieu aussi codifié? Ce livre n'est pas une nouvelle histoire de la science-fiction, c'est une proposition, celle de faire un pas de côté pour observer le genre et son fandom dans son actualité, sa pluralité, et au travers des problématiques qui le traversent. Katie Stewart, autrice de science-fiction depuis 20 ans, nous sert de guide dans cette exploration passionnante du genre. Forte de son expérience, elle nous offre une analyse riche et documentée de la science-fiction contemporaine en France. En explorant une part souvent négligée du genre, celle des marges, l'autrice nous propose de construire ensemble d'autres manières d'imaginer l'avenir. Loin d'être un simple retour critique, ce texte est un début de conversation avec qui aime la science-fiction, avec qui souhaite découvrir toute sa multiplicité et contribuer, peut-être, à la réparer. Je vous ai déjà parlé de Katie Stewart et du fait que je l'ai rencontrée plusieurs fois, que j'ai lu plusieurs de ses livres, et que j'adore absolument toutes les conversations que j'ai avec elle. Donc voilà, ce livre ouvre la conversation et démarre une conversation extrêmement intéressante. Les 2 livres suivants sont des classiques que j'ai lus en retard par rapport à d'autres, par rapport à la plupart des gens, mais que je veux quand même vous présenter au cas où vous ne vous soyez pas lancé parce que la science-fiction vous fait peur. Je vous conseille Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, qui
est hyper abordable, de même que le suivant dont je vous parle. Vraiment, ce sont des livres qui font peur parce qu'on dit science-fiction, mais vraiment, il faut dépasser cette notion. Ou alors peut-être que c'est seulement moi et mon entourage qui a cette vision des choses, parce que toutes les personnes avec qui j'en ai parlé ont cette même peur de la science-fiction. Mais c'est faux, ces livres sont très très abordables. Et donc, Des fleurs pour Algernon m'a énormément touchée. Je me suis retrouvée à pleurer, à être énervée, à ressentir tout un tas d'émotions au fil de cette lecture. Et je ne m'y attendais absolument pas. Algernon est une souris dont le traitement du professeur Nemur et du docteur Strauss vient de décupler l'intelligence. Enhardis par cette réussite, les savants tentent, avec l'assistance de la psychologue Alice Kinyan, d'appliquer leur découverte à Charlie Gordon, un simple d'esprit. C'est bientôt l'extraordinaire éveil de l'intelligence pour le jeune homme. Il découvre un monde dont il avait toujours été exclu, et l'amour qui naît entre Alice et lui achève de le métamorphoser. Mais un jour, les facultés supérieures d'Algernon commencent à décliner. Donc c'est un livre très marquant, et qui amène à se poser beaucoup de questions également, et j'ai adoré ces interrogations. Et ensuite, un autre classique, c'est Le meilleur des mondes de Aldous Huxley. Je vous avais fait toute une vidéo dédiée entièrement à ce livre, donc je vais mettre ça dans le petit i, et je ne m'attarde pas trop, mais voilà, c'est une lecture à laquelle je ne m'attendais pas. En 2500, technologie et science remplacent la liberté. Les êtres naissent in vitro, les émotions et les sentiments sont remplacés par des sensations programmées. La société est organisée, hiérarchisée et uniformisée. Chaque être rangé par catégorie a sa vocation, ses capacités et ses envies, maîtrisé, discipliné, accompli. Mais un homme, pourtant, est né dans cette société avec, chose affreuse, un père et une mère, et, pire encore, des sentiments et des rêves. Ce sauvage peut-il être un danger dans le monde civilisé? Et enfin, une lecture dont je ne vous ai pas trop parlé, c'est l'Évangile selon Myriam de Katie Stewart. Oui, on revient à Katie Stewart, mais j'adore son écriture. C'est de la science-fiction qui amène à se poser beaucoup de questions, à voir les choses sous un angle différent, et je trouve ça très intéressant. À seulement 16 ans, Myriam est chargée d'écrire le livre de la vérité, qui manque à sa communauté de survivants de l'Apocalypse. Elle n'a plus accès qu'à quelques ouvrages en lambeaux et à des récits oraux conservés tant bien que mal. Qu'à cela ne tienne, elle remplit sa mission. Puisant à toutes les sources, de la chute de Lucifer aux chaussons de Cendrillon, en passant par le lac des cygnes et les pérégrinations d'Oedipe, elle trace des démarcations nouvelles entre le mensonge et la vérité. L'Évangile selon Myriam propose une relecture drôle et incisive de nos évidences présentes et nous invite à en interroger la construction. Et c'est vrai, ça invite vraiment à interroger ce qu'on considère être la vérité. Donc voilà pour ce menu, et on passe enfin au dernier. Il s'agit de Automne crépusculaire, et la première catégorie, c'est le règne des phalènes, et les mots-clés sont âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal et nocturne. Tout d'abord, on retrouve les éditions du Chat Noir avec Pandémonium de Aurélie Mendonça, qui a beaucoup d'humour tout en traitant du sujet de la mort. Et j'ai adoré ça, et j'ai adoré les personnages. Pandémonium, requiem pour un croque-mort. Chacun à sa manière cherche le sens de la vie. Moi, j'essaie au quotidien de donner du sens à la mort. Je me nomme Elena Loturi et je suis thanatopractice. Croque-mort, autrement dit. L'image ne manque pas de mordant. Des civilisations plus anciennes m'auraient désignée comme une passeuse d'âme. Ce que je suis, au figuré comme au propre. Une mésaventure aux enfers a fait de moi l'employé spécial de la déesse Ella. Ma mission est simple, m'assurer que chaque âme destinée à son royaume arrive à bon port. Tout cela sous couvert de mon humble entreprise de pompe funèbre, le Pandémonium. L'enfer est un lieu complexe et je fais partie des nombreux rouages qui permettent son bon fonctionnement. Malgré mon professionnalisme, il apparaît évident qu'une entité inconnue et puissante me considère plutôt comme le grain de sable dans la machine. Aujourd'hui, je suis menacée. Moi et le destin de toutes ces âmes qui dépendent de mes soins. Voilà, donc il y a le côté avec les enfers, le passage des âmes, mais il y a aussi toute une interrogation autour de la mort, et je l'ai trouvée très intéressante et très bien amenée. Toujours aux éditions du Chat Noir, je vous reparle de, et parfois elle revient, de Nora Lake. Je vais pas m'attarder parce que j'ai presque l'impression de vous harceler avec ce titre, tellement je vous en parle souvent. C'est dire à quel point il m'a touchée et à quel point j'aime l'écriture poétique de Nora Lake. La première fois que je tombais amoureuse, ce fut d'une morte. Il était étrange de souffrir pour quelqu'un que l'on n'avait pas connu. J'étais encore très loin de savoir à quel point il était douloureux de perdre quelqu'un, de perdre une âme sœur. Quand elle s'enamoure d'une violoncelliste mélancolique, elle sait que la musicienne va changer sa vie. Quand elle la perd, elle se retrouve seule avec la nuit et le froid. Il ne reste alors qu'un cœur en morceaux, une note de musique suspendue et des fantômes muets. Donc vraiment la notion de mort c'est très présente dans ce livre. Et il a beau être court, il est très touchant. Ensuite on retrouve le côté passage des âmes, messager. Et je vous parle du livre, enfin de la duologie Le Passageur. Donc on a le premier tome qui est Le coq et l'enfant, hop, et le deuxième qui est Le journal et le serpent, je crois.
Oui, c'est ça. Écrit par Andoris. Et je vais vous lire le résumé. C'est une duologie que j'ai lue à sa sortie et que j'ai beaucoup aimée. J'ai adoré l'écriture et surtout j'ai adoré l'ambiance. Vous voyez la couverture? Eh bien, c'est ce qu'on ressent à la lecture. La dévoreuse se tient au centre du tourbillon. Ce ne sont plus des peurs, ce sont des cris. Des morceaux d'âme que l'on arrache et qui produisent ce son. Dressée au milieu des ombres, la silhouette est un spasme de lumière qui se contorsionne dans le courant comme si on le torturait. Je lutte comme un forcené pour l'atteindre et soudain, je crève la bulle. Au centre du cyclone, le courant se meurt et disparaît pour rugir à l'extérieur de nous. Matteo Solaire sait que les fantômes existent. Il le sait parce que sa mère en a aidé des dizaines à trouver le repos, jusqu'à ce qu'elle-même meure des années auparavant. Ce que Matteo ne pouvait pas deviner, c'est qu'il hériterait de son pouvoir. Le voilà désormais contraint de lutter contre un Truchal Oji, une âme affamée. Pour s'en libérer, Matteo n'a d'autre choix que de la rejoindre afin de l'apaiser. Et le temps lui est compté. Escorté par le fantôme du mystérieux enfant, Matteo retourne dans le passé, au cœur de la commune, dans une Paris en proie aux flammes. J'ai beaucoup aimé cette histoire, et la raison pour laquelle Matteo ne s'attendait pas à reprendre le flambeau après sa mère, c'est parce que le rôle qu'elle a est normalement réservé aux femmes, et donc j'ai trouvé intéressant de voir le changement de genre en fait pour ce rôle. Et un livre que j'étais obligée de mettre ici parce qu'il y a le mot-clé nocturne. Il s'agit de Les Nocturnes de Tess Corsac, qui est un roman qui m'avait beaucoup marqué, que j'aimerais relire tous les automnes, malgré le côté un peu dérangeant et le questionnement qu'il pousse à avoir. C'est une lecture que j'avais trouvée très intense et très intéressante. Tu sais ce qui lui est arrivé? Demande le grand blond, très fermé. Je sais ce que le directeur a laissé entendre hier matin pendant son discours. Qu'elle a trébuché en tentant de s'échapper de l'institut, qu'elle s'est fracturé le crâne. On l'a trouvée dans une ravine dans la futaie du Nord. Aaron ramasse un index en crochet et le mordit nerveusement. Ses yeux roulent dans leurs orbites. C'est du baratin. Nous avons cherché par tous les moyens à découvrir pourquoi nous étions enfermés ici. Si seulement nous avions su. Aurions-nous quand même été jusqu'au bout? Un nom, un bloc, une couleur d'uniforme. Rouge ou vert. Ce sont les seules informations dont disposent les 250 pensionnaires de la Croix d'If, entrés dans l'institut sans le moindre souvenir et sans opportunité de sortir. Nat Kafig est un rouge du bloc 3A. Il est le dernier à avoir vu Laura, une verte, avant sa mystérieuse disparition. Il se fait approcher par un groupe d'élèves. Qui sont ces nocturnes qui ont besoin de son aide et qui pensent que Laura avait découvert les raisons de leur présence dans l'institut. Rouge et Vert vont devoir collaborer pour percer le secret de la Croix d'If et échapper à l'administration. Y parviendront-ils en apprenant qu'ils sont prisonniers pour des motifs différents? Ensuite, on a la catégorie voyageuse contemplant une mer d'étoiles, avec les mots-clés romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. Pour le côté poésie, je vous parle de À vol de souvenirs de Erika Boyer. J'ai l'impression que je vous présente peut-être un petit peu souvent les mêmes livres, j'essaye de changer un petit peu, mais c'est vrai que je reviens à mes chouchous, à mes préférés, et Erika Boyer et tous ses romans font partie de mes chouchous. Donc À vol de souvenirs, c'est une collection de poésie, de poèmes illustrée par l'autrice et qui a un côté autobiographique, même si elle le fait de manière à ce que le côté unique et personnel soit en fait presque universel. On se reconnaît dans certains poèmes, dans la plupart des poèmes même, l'émotion se reconnaît. J'avais été beaucoup touchée par ces poèmes. Et si je ne me trompe pas, Erika Boyer va bientôt ressortir ce recueil de poèmes qui avait été sorti sous une campagne Ulule, si je ne me trompe pas, et donc qui n'était plus disponible. Et a priori, elle est en train de le retravailler le format pour pouvoir le rendre disponible pour tout le monde. Je ne sais pas du tout quand est-ce que c'est prévu, mais en tout cas, ça pourrait arriver. Et au dos, il y a marqué « Il y a des mots qui ne peuvent être dits autrement qu'en poésie. Je ne me voyais pas compter ma vie d'une autre façon que celle-ci. » Pour le côté cauchemar, mais aussi émotion, lyrisme et mystère, je vous parle de Lullaby de Cécile Guillot, qui est une novella que j'ai beaucoup aimée, qui est courte, mais qui en même temps aborde beaucoup de choses et surtout nous donne une atmosphère dès les premières lignes et qui vient grossir et augmenter la sensation au fil des pages. États-Unis, années 20. Hazel aime écrire des histoires horrifiques et rêve de devenir écrivain. Son cœur bat pour sa jolie voisine Blanche. Mais quand ses parents découvrent ses diverses inclinations, il s'en indigne et décide de la faire interner à Montrose Asylum. Là-bas, elle rencontre la fugueuse Jo et la fragile Lula. Toutes les trois vont suivre la mystérieuse berceuse qui s'élève la nuit, les menant au sein d'un jardin abandonné. Il y a toute une ambiance et il y a un côté onirique aussi qui est très présent. Et enfin, comment parler de romantisme
sans parler de Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. La sensation que j'avais eue à l'époque où je l'ai découvert, c'était que Vincent Tassi avait réussi à me faire aimer le spleen et le romantisme, le mouvement littéraire de romantisme, alors que je détestais ça avant, que quand j'avais étudié au lycée ou que quand j'avais été amenée à recroiser des livres de ce mouvement littéraire, j'avais pas du tout accroché, c'était pas du tout mon genre. Mais quand c'est écrit par Vincent Tassi, et ben au contraire, c'est magnifique. Voilà, c'était juste, il y avait un côté merveilleux, il y avait un côté beau et très triste à la fois, une mélancolie qui m'a prise au fil des pages et que j'ai adoré. La dame en noir vivait seule dans son château. Elle ne pouvait pas mourir. De tout ce temps qu'elle avait, elle ne faisait rien. Et puis un jour, elle trouva sur son chemin le garçon aux cheveux blancs. Elle l'enleva. Elle voulait vivre une histoire. Une histoire d'amour et de nuit qui traverserait les siècles. La catégorie suivante, c'est la chute de l'Orélé, et les mots-clés sont ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant et évanescent. Je suis essoufflée, j'ai oublié de respirer. Pour le côté mémoire, j'ai envie de vous parler de Piranesi de Susanna Clarke. Parce qu'en fait, il n'y a pas de catégorie Dark Academia. Donc, je mets Piranesi ici. Voilà, parce que je voulais absolument mettre Piranesi quelque part. C'est un livre qui est relativement court, mais en même temps qui nous fait nous perdre dans les méandres du labyrinthe dans lequel on se trouve. Et on y suit un personnage qui a un côté très innocent, très naïf, et en même temps très universitaire, que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, l'histoire est prenante. Je crois que les 30 premières pages, j'avais un petit peu de mal à rentrer dedans. Et puis ensuite, je me suis laissée emporter complètement. Cette histoire est très originale, complètement unique. Et vraiment, je vous conseille de le lire. Et je n'ai pas le résumé en français sous les yeux, donc je vais vous le lire en anglais. Piranesi lives in the house. Perhaps he always has. In his notebooks, day after day, he makes a clear and careful record of its wonders. The labyrinth of halls, the thousands upon thousands of statues, the tides that thunder up staircases, the clouds that move in slow procession through the upper halls. On Tuesdays and Fridays, Piranesi sees his friend, the other. At other times, he brings tributes of food and water lilies to the dead, but mostly he is alone. Messages begin to appear, scratched out in the chalk on the pavements. There is someone new in the house, but who are they, and what do they want? Are they a friend, or do they bring destruction and madness, as the other claims? Lost texts must be found. Secrets must be uncovered. The world that Piranesi thought he knew is becoming strange and dangerous. The beauty of the house is immeasurable, its kindness infinite. Ensuite, on a Ce qu'on oublie de Chloé Lume, pour le côté mémoire, parce qu'il y a le fait d'oublier. C'est une lecture que j'avais faite à sa sortie et que j'avais beaucoup aimée et dont je n'ai pas beaucoup entendu parler depuis. Et je trouve ça très dommage parce que j'avais trouvé cette lecture très intéressante et très originale. Esther et Louis vivent dans une ville morne que personne ne peut quitter. Seule exception, les jeunes qui s'en vont combattre lorsqu'ils atteignent 17 ans, pour une guerre lointaine et invisible. Et ceux-là ne reviennent pas. Esther approche de l'âge fatidique. Elle est prête à tout risquer pour échapper à ce destin imposé. Non-voyant, Louis sera exempté. Cela ne l'empêche pas de rêver à d'autres horizons. Le jour où Esther vient rompre sa solitude, il décide de la suivre dans une quête qui remet en question tout ce qu'il croyait savoir. Pourquoi la rocade demeure-t-elle déserte malgré les bruits de voitures qui y roulent? Qui sont ces gens dont ils surprennent la conversation répétitive dans des maisons pourtant vides? Pourquoi ceux partis à la guerre semblent s'effacer des mémoires? Il ne suffit pas de vouloir s'enfuir pour que la ville les laisse partir. Et l'unique porte de sortie risque de les mener bien plus loin que prévu, dans un monde inconnu. Et effectivement, il y a un énorme plot twist que je n'avais pas vu venir et qui rend la lecture très originale. Et enfin, pour le côté prophétie, lisez absolument Le futur ne sera pas de Bluen Guillou. J'ai adoré cette lecture, c'est un page-turner. Il se lit très vite, on se laisse prendre dans l'histoire et c'est addictif. Voilà. Destinée à sauver le monde, pourrait-elle le détruire? Dans un futur alternatif, les citoyens vivent en paix, protégés par une ligue de super-héros qui, informés par l'oracle des catastrophes à venir, déjouent les drames avant qu'ils ne surviennent. Cet ordre est bouleversé le jour où, pour la première fois, une terrible prédiction accuse un membre de la ligue même. Mila la salamandre, au pouvoir de feu, provoquera l'extinction des super-héros. L'ampleur du massacre dépassera l'imaginable. Une équipe est désignée pour éliminer le danger. Elijah sait contrôler les corps, Sacha les illusions, Adam maîtrise la téléportation et Gabriel l'empathie.
Tous les quatre connaissent la douce Mila et se mettent, presque malgré eux, à ses trousses. Seront-ils capables d'arrêter l'une des leurs et sauver l'humanité? Entre manipulation et révélation, c'est une course contre la montre qui commence. Et enfin, la toute dernière catégorie, il s'agit de le crépuscule des Cid, et les mots-clés sont elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. Et je ne peux pas ne pas vous parler du livre Les Seigneurs de Bohême de Estelle Faye. C'est un de mes romans de fantasy préférés. Vraiment, je l'ai adoré. Il a absolument tout ce que j'aime en fantasy, et même plus. Donc voilà. Je m'appelle Loulia la Perdrix. Mon récit commence il y a près de 100 ans, à l'époque où Yaroslav le Juste siégeait sur le trône de Bohême. Sur les hauteurs des monts des Sicambres, par une glaciale nuit d'hiver, une abbaye brûlait. Je vais vous raconter comment l'Empire est mort. L'Empire de Bohême, le plus puissant jamais connu, qui tirait sa richesse du lyrium, ce métal au reflet doré, que les nomades de ma steppe appellent le sang blanc du monde. Un empire fort de 10 siècles d'existence, qui dans son aveuglement se croyait éternel. J'évoquerai pour vous les héros qui provoquèrent sa chute. Vous ne trouverez parmi eux ni grands seigneurs, ni sages conseillers, ni splendides princesses, ni nobles chevaliers. Non, je vais vous narrer les hauts faits de Sainte-Étoile, l'escrimeur errant, au passé trouble, persuadé de porter un monstre dans son crâne. De Maëve la Morgaine, la sorcière des ports des Havres qui voulait libérer les océans. De Wens, le clerc de notaire, condamné à l'enfer des mines et qui dans les ténèbres découvrit une nouvelle voie. Et de tant d'autres encore, de ceux dont le monde n'attendait rien, mais qui, malgré cela, y laissèrent leur empreinte. Et le vent emportera mes mots sur la steppe, le vent, au-delà, les murmurera dans Bohême. Avec un peu de chance, le monde se souviendra. Voilà, j'avais adoré, mais vraiment adoré absolument chaque élément, et surtout, les personnages font la force de ce récit, puisque chaque personnage est extrêmement bien travaillé, et pas forcément attachant, hein, mais attirant. Et ensuite, on va parler de réécriture de mythologie. Tout d'abord, la mythologie nordique. Je vous recommande Volva, fille de Freya, de Gaël Magnier. Je vous mets dans le petit i le vlog que j'avais fait quand j'avais lu ce livre, parce que je l'avais adoré. Et Freya est une déesse de la mythologie nordique que je ne connaissais pas forcément avant de lire ce livre, et qui n'est pas forcément beaucoup représentée, je trouve, dans les réécritures, donc j'ai trouvé très intéressant qu'elle soit réécrite ici. Il fut un temps où les humains s'affrontaient avec violence sous le regard des dieux, pour la gloire, pour un territoire, pour défendre ce qu'ils possédaient et qu'ils aimaient. Il fut un temps où les humains savaient lire les messages des dieux. Ils leur avaient accordé la magie, celle qui comprend le langage des animaux, celle qui entend le murmure des plantes, celle qui voit les vies passées, présentes et à venir. Il fut un temps où les dieux eux-mêmes se souciaient des humains. Ils tissaient les liens, s'amusaient de leur destin, mais respectaient leur résilience et la force de leur volonté. Au cœur de la Scandinavie, où les hivers sont rudes et les étés inconnus, le chef d'un village vit simplement, entouré de sa famille et de ses amis. Les saisons se succèdent, il faut se préparer à la glace, survivre aux températures difficiles. Les célébrations rythment le temps qui passe, mais une guerre se prépare. Prêtresse du temple de Freya, Eldrid sait. Dans ses rêves, elle voit ce chef guerrier et les tourments auxquels il fait face. Elle a conscience qu'un lien les relie, mais refuse de l'admettre. Ses dons, sa peau fine sous laquelle l'on voit courir le sang qui l'anime, ses cheveux de neige comme le pelage de sa chouette, son regard sans couleur aussi glaçant que l'hiver font d'elle, aux yeux de ses consoeurs, une enfant différente, une enfant bénie des dieux. Ces derniers ont décidé de son avenir et tentent de le lui faire comprendre. Mais Eldrid l'acceptera-t-elle? On a ensuite, toujours en mythologie nordique, Runborn de Ariel Holz, que j'ai lu récemment puisque je l'ai lu en mai, et qui reprend différents personnages, différents dieux de la mythologie nordique, et nous les présente de façon assez sombre à travers une histoire originale. Chacune de ces runes possède un peu de l'essence d'un dieu ou d'une déesse, indispensable à toute existence. Je vous ai choisi pour les porter. Grandissez et prospérez, enfants des runes. Lorsque le temps sera venu, vous ferez renaître les dieux. Ainsi parlait Odin, le père de tout, à la veille du Ragnarok, la fin de l'ancien monde. Né marqué d'une rune, Tyr est un Runborn. Mais 2 siècles après le Ragnarok, les dieux nordiques ont été oubliés, et le jeune homme ignore tout de son héritage. Lors d'un rite de passage organisé par la prêtresse de son village, Tyr découvre qu'il est, comme ses amis Hel et Bragi, le maillon d'une chaîne forgée bien avant sa naissance. Porteur des pouvoirs d'une divinité, ils doivent réunir les 24 runes dispersées dans le monde pour redonner vie aux dieux. Il leur faudra pour cela convaincre les autres Runborn, ou s'approprier leurs runes par la force. Face au chemin pavé de sang qui s'impose à eux, Tyr et ses compagnons sacrifieront-ils ce qu'ils sont pour accomplir leur mission sacrée? Voilà, j'ai hâte que la suite sorte, mais en tout cas j'ai adoré ce premier tome et je vous le recommande puisqu'il rentre parfaitement dans cette catégorie. Et enfin le dernier, je vous disais qu'il rentrait aussi dans la catégorie réécriture de contes, il s'agit de Circé, puisque c'est une réécriture du conte mythologique de Circé. Et donc c'est écrit par Madeline Miller, et on va y suivre l'histoire de Circé. Et j'ai trouvé cette histoire dure, touchante, belle, originale, touchante, émouvante, triste,
Voilà. Et encore une fois, je n'ai pas la version française sur moi, donc je vous lis le résumé en anglais. In the house of Helios, god of the sun and mightiest of the Titans, a daughter is born. Perseus has neither the look nor the voice of divinity, and is scorned and rejected by her kin. Increasingly isolated, she turns to mortal for companionship, leading her to discover power forbidden to the gods, witchcraft. When love drives Circe to cast a dark spell, vengeful Zeus banishes her to the remote island of Aiaia. There she learns to harness her occult craft, drawing strength from nature. But she will not always be alone. Many are destined to pass through Circe's place of exile, entwining their fates with hers. The messenger god, Hermes, the craftsman Daedalus, a ship bearing a golden fleece, and wily Odysseus on his epic voyage home. There is danger for a solitary woman in this world, and Circe's independence draws the wrath of men and gods alike. To protect what she holds dear, Circe must decide whether she belongs with the deities she is born from, or the mortals she has to come to love. Et surtout, il y a un côté très féministe dans cette réécriture. Donc voilà, ça fait beaucoup de recommandations. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue pour vous, que vous avez tenu jusque-là. N'hésitez pas à me mettre un petit fantôme, un petit emoji fantôme en commentaire si vous avez réussi à tenir jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si vous suivez ces recommandations, si ça vous a inspiré, si ça vous a donné des idées de titres à lire pour votre Pumpkin Autumn Challenge. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me partager vos propres recommandations. Dites-moi aussi, comme je vous demandais en tout début de vidéo, si vous voulez que je vous fasse un format un petit peu plus court sur les séries et les films que je recommande sur pour chacune de ces catégories. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si vous aimez ce type de contenu. Et on se retrouve pour des vidéos automnales très rapidement. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, un très bon Pumpkin Autumn Challenge et je vous dis à très bientôt.